Le cancer est la deuxième cause de mortalité en France. Mais comment le définir? Car il n'existe pas qu'un seul cancer, il y a plusieurs cancers qui sont divers et variés, qui peuvent toucher divers organes. Nous allons toutefois tenter de donner une définition globale par rapport à cette maladie. Donc le cancer, généralement, ça commence par un amas de cellules anormales. Donc par la prolifération anarchique de certaines cellules qui sont anormales et qui se développent au détriment de cellules entre guillemets saines. Donc ces petites cellules forment un petit amas au sein des organes et des tissus, et en fonction de leurs caractéristiques, elles peuvent être malignes, donc c'est-à-dire cancéreuses, ou bénignes, donc simplement non dangereuses, mais que l'on doit tout de même éradiquer. Donc en cas de cancer maligne, en cas de tumeur maligne, on parle de cancer, donc de cancer dur pour le cas. Et ce cancer-là, donc, qui peut être éradiqué par diverses thérapies que l'on abordera au cours de cette présentation. Donc, en cas de thérapie, nous pouvons éradiquer cette tumeur et éradiquer le cancer, ce qui est encore rare malheureusement de nos jours. Ou nous pouvons, en absence de traitement ou avec un traitement qui, en cas d'échec du traitement, malheureusement, aboutir à des métastases, donc des petits amas de cette cellule qui vont être véhiculés par le système sanguin et qui vont toucher tous les organes et qui vont être contaminer tout le corps. Et dans ce cas-là, malheureusement, c'est un cancer qui est généralisé et nous sommes proches de la phase terminale, car à l'heure actuelle, nous n'avons pas de moyen de lutter contre un cancer qui est généralisé. Voilà. Parlons maintenant de quelques chiffres. Donc nous savons, comme je vous l'ai dit, le cancer est la deuxième cause de mortalité en France, après les maladies cardiovasculaires. Donc qui compte également un tiers des décès en France, avec plus de 150 000 cas de décès par an. Quels sont toutefois les facteurs de risque? Les facteurs de risque du cancer, outre les facteurs génétiques et les facteurs que l'on ne connaît pas à l'heure actuelle, il y a quand même deux principaux facteurs. Un qui est plutôt lié à l'hygiène de vie et un qui est plutôt lié à l'environnement et éventuellement aux conditions de travail. Donc tout d'abord pour un cancer, on va dire classique, qui n'est pas lié à une maladie professionnelle, vous avez tout ce qui est obésité, qui est facteur de prédominance, tout ce qui est addiction, tabac, alcool, drogue, etc., qui vont bien sûr être des prédispositions pour certains cancers, notamment l'alcool pour des cancers ORL, le tabac pour des cancers plutôt respiratoires, etc. Donc chaque habitude de vie ou mauvaise habitude de vie peut avoir un impact sur un certain type de cancer, mais pas d'autres. Après, il y a tout ce qui est surpoids, donc obésité, surpoids, habitudes alimentaires, trop sucré, trop salé, trop gras, ou avec des conservateurs ou ce qu'on appelle à l'heure actuelle des perturbateurs endocriniens qui peuvent être présents dans l'alimentation ou dans les cosmétiques et autres. Et enfin, tout ce qui est exposition excessive au soleil. Donc vous savez que tous les ans, il y a des cas de cancer, des cancers cutanés qui sont liés à une exposition exagérée face au soleil et plus précisément aux UV. Les cancers professionnels maintenant. Donc les cancers professionnels sont majoritairement des leucémies à 10%, si mes souvenirs sont bons, des cancers, à 80%, et plus de 60%, ils sont responsables aussi de 60% des cancers du poumon. Donc 60% des cancers du poumon sont en fait des cancers d'origine professionnelle. Quels sont les facteurs de risque d'exposition au niveau des cancers professionnels? Il y a tout d'abord tout ce qui est amiante et minéraux, fibreux, etc. qui se logent au niveau de l'arbre pulmonaire et qui provoquent des dégâts quand même considérables. Après, vous avez tout ce qui est exposition à des solvants comme les benzènes, etc. qui sont utilisés dans l'industrie chimique et même pétrochimique à l'heure actuelle. Ensuite, vous avez tout ce qui est radioactif, donc exposition ou surexposition aux rayons X, aux rayons gamma, à des gaz radioactifs, par exemple si vous travaillez dans des labos ou des produits, dans des labos, dans des centrales nucléaires, etc. Puis après, il y a tout ce qui est poussière, donc tout ce qui est poussière de bois, poussière de produits, des nanoparticules qui se logent au niveau de vos poumons et qui les laissent. Donc majoritairement, ce sont des cancers du poumon et des leucémies. Mais il y a aussi tout ce qui est cancer digestif, cancer de la vessie, cancer de la thyroïde, et bien sûr tout ce qui est fosse nasale, tout ça, donc tout ce qui est dans l'appareil, la sphère ORL. Maintenant que nous avons parlé des différents types de cancers, enfin très brièvement évidemment, nous allons parler de tout ce qui est mis en place pour lutter contre le cancer. Donc la lutte contre le cancer, comme il n'y a actuellement pas de vaccin, même si je pense que c'est en cours de recherche, notamment depuis la découverte du vaccin contre le papillomavirus qui est à l'origine de 70% des cancers, si mes souvenirs sont bons. Mais il n'y a pas de vaccin contre le cancer et il n'y a pas de traitement universel pour le cancer. Malheureusement, il y a beaucoup de cas qui se terminent en décès ou en rechute. Donc à l'heure actuelle, la mesure préventive est la meilleure solution pour lutter contre le cancer.
Donc tout d'abord, ça commence par une mise à disposition des dépistages, notamment le dépistage gratuit pour le cancer du sein pour les femmes âgées de 50 à 74 ans. Ensuite, tout ce qui est dépistage gratuit, la gratuité du dépistage pour le cancer du côlon. Donc généralement à partir de 50 ans, on vous envoie un petit kit dans votre boîte aux lettres pour vous expliquer, et avec un petit justificatif pour vous expliquer qu'en récupérant vos selles et en les faisant analyser pour dépister la présence de sang ou pas dans vos selles, vous pouvez quand même éradiquer une bonne partie des cancers du côlon, des cancers colorectaux généralement. Après, vous avez tout ce qui est lutte contre le cancer du col de l'utérus, avec la généralisation du vaccin contre le papillomavirus, qui est à l'origine de 70% des cancers, je l'ai dit, des cancers du col de l'utérus évidemment, donc avec des molécules comme Gardasil et je ne sais plus la deuxième. Voilà, et puis après, il y a le respect du programme Nutrition Santé, donc PNNS, et donc après, donc tout ce qui est lié à l'alimentation et à l'hygiène de vie, donc PNNS. Et après, tout ce qui est communication, surtout avec les spots publicitaires au début de l'été, pour parler de l'exposition solaire, surtout concernant les personnes vulnérables comme les personnes âgées ou les enfants, qui sont déjà beaucoup plus sensibles aux rayons lumineux, notamment aux UV. Voilà. Après, il y a le processus, on va dire, plus environnemental et plus sociétal du désamiantage au niveau des bâtiments, surtout des bâtiments qui ont été faits avant 1970, où l'amiante, finalement, c'était un produit peu coûteux et un bon isolant, donc c'était vraiment très à la mode de construire avec ça. Donc de toute manière, dans toute la France d'après-guerre, ça a été comme ça. Bon bref, on n'est pas là pour faire de l'histoire, mais en gros, pendant 40 ans, on a usé et abusé de l'amiante, et maintenant maintenant qu'on sait que c'est mauvais pour la santé, il faut tout désamianter, et donc ça engendre des coûts qui sont partiellement financés par certaines campagnes. Et enfin, la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment dans les grandes villes. Je sais que par exemple à Lyon, il y a parfois, en cas de pic de pollution, il y a la gratuité des transports en commun pour justement lutter contre la pollution atmosphérique. Et il y a aussi tout ce qui est circulation alternée au niveau des véhicules, etc., qui n'est pas toujours bien reçu de la part de la population, et ça se comprend dans un sens, mais qui est quand même nécessaire pour lutter contre les facteurs environnementaux du cancer. Enfin, les stratégies thérapeutiques. Donc, quelles sont les stratégies thérapeutiques? Très brièvement, il y a tout d'abord la chimiothérapie. Donc, on va essayer de détruire les cellules cancéreuses avec des produits chimiques qui ont bien sûr des effets secondaires à l'heure actuelle qui sont énormes. La perte de cheveux, la perte d'appétit, l'amaigrissement de la personne, la très grande fatigue de la personne, et parfois même des conditions qu'on appelle aplasie, où la personne est pas une immunodépression, mais en gros n'a pas finalement c'est un peu ça, n'a pas les capacités de se défendre contre des agents pathogènes complètement anodins pour une personne saine, entre guillemets, pour une personne en bonne santé. Voilà, après c'est quand même quelque chose de très violent, la chimiothérapie, mais qui a quand même fait ses preuves dans certains cas. Ensuite, il y a tout ce qui est chirurgie, donc finalement l'ablation chirurgicale quand c'est un cancer dur. Quand c'est une leucémie, c'est un peu plus complexe, mais quand c'est un cancer dur, d'utiliser, si les compétences chirurgicales de notre époque le permettent, d'utiliser la méthode chirurgicale pour enlever l'amas cancéreux, dans l'espoir qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses ailleurs. Après, il y a tout ce qui est curetage et tout ça, donc tout ce qui est gratté, etc., notamment pour des cavités creuses comme l'utérus, etc. Après, il y a tout ce qui est radiothérapie, donc irradier la tumeur pour que finalement celle-ci régresse jusqu'à disparaître. Malheureusement, il y a encore des taux d'échec qui sont quand même inquiétants. Et il y a aussi le risque avec la radiothérapie de développer un autre type de cancer. Parce qu'en fait, ça fait une lisse de l'ADN, bref, sans rentrer dans les détails, qui peut avoir des répercussions quand même non négligeables sur la santé. Donc voilà, et la radiothérapie est également très fatigante et très compliquée pour un patient qui est atteint de cancer. Et surtout, après, il y a la combinaison de plusieurs méthodes, notamment radiothérapie et chimiothérapie, qui demande encore une prise en charge encore plus grande, tant c'est fatigant. Donc, quels acteurs pouvons-nous citer contre la lutte contre le cancer? Pour la lutte contre le cancer, évidemment. Donc, il y a tout ce qui est acteurs publics, notamment l'État, avec l'assurance maladie, la Sécu, etc. Après, il y a toutes les associations, notamment la Ligue nationale contre le cancer, la fondation ARC, donc pour la recherche contre le cancer. Après, il y a tout ce qui est industrie pharmaceutique, qui vise à développer à financer des médicaments dans le but de développer la lutte contre le cancer, etc. Après, il y a tout ce qui est politique de santé publique, tout ce qui est campagne de sensibilisation. Voilà.
Donc pour ouvrir cette thématique, je vous conseille vivement de vous renseigner sur le plan cancer qui est un plan qui est un programme national qui donc entre 2004 qui est encore en cours entre 2014 et 2019. Et moi pour moi je crois que j'ai tout dit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.